Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Tivalgo, en présence de nul autre que Thibaut Lebris. Bonjour Thibaut, Salut Alexandre, ça va bien? ça va super bien et toi? Yes, ça va bien, je suis content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je rappelle, le podcast Tivalgo a une mission très précise. Puis c'est de redonner à l'industrie de la construction des astuces, des conseils d'experts comme toi Thibaut. N'importe quelle idée qui peut aider et redonner à l'industrie de la construction pour la rendre meilleure. Donc, ça, c'est un peu notre mission chez Sivalgo. C'est un peu notre mission chez Sivalgo dans notre podcast. Puis aujourd'hui, dans le fond, Thibaut, j'aimerais ça que tu commences par nous parler de où tu viens. Moi, je te connais bien, mais notre auditoire ne te connaît pas. Fait que je t'ai rencontré sur une paveuse. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Déjà, premièrement, ça peut paraître bizarre pour beaucoup de gens ici. C'est bien mon prénom, Thibaut. Je viens de l'autre bord de l'Atlantique, en Bretagne exactement. Une ville qui s'appelle Lorient, donc c'est un port. Et j'ai grandi pas mal là-bas. Et j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui travaillaient dans le bâtiment, l'agriculture et puis l'administration. Donc donc voilà. Après ça, je suis parti travailler avec mon père. J'ai aussi eu un petit épisode dans la défense française. J'étais mécanicien d'avion dans l'armée de l'air française sur le Rafale. Et suite à un petit accident que mon père avait vécu dans le bâtiment, il avait fait une chute de 30 pieds de haut, donc 10 mètres pour certains, là. Il m'a demandé de venir lui filer un coup de main pour reprendre un petit peu les rênes de l'entreprise. Donc je suis parti lui filer un coup de main. Et puis pas longtemps après, malheureusement, il y a eu en 2008 la crise des subprimes. Et ça a fait pas mal de mal dans ma vie qui est toujours présente, c'est ma femme. À cette époque-là, on était ensemble, elle travaillait pour une très grosse compagnie européenne qui est présente à travers le monde. Et elle travaillait pour la partie média et non la partie construction. Elle est rentrée un jour à la maison, elle m'a dit en pleurant. Elle m'a dit j'en ai marre. Je dis qu'est-ce que elle me dit, elle me parle les clients, les objectifs et tout. Elle prenait plus de plaisir. Et donc je lui ai dit qu'est-ce que tu veux faire? Et là elle m'a dit je veux apprendre l'anglais. Je lui ai dit ok, pas de problème. Tu choisis le pays, je choisis la ville. Et là comme le frère de sa meilleure amie habitait à Québec, je lui ai dit ça tombe bien, on va aller à Vancouver parce que moi, si tu veux apprendre l'anglais, faut aller du côté anglophone. On est parti là-bas, c'est parfait. Et là-bas, j'ai eu la chance de connaître par le biais de Anne, parce que les amis et tout, quelqu'un qui était anciennement le président directeur général de Colas États-Unis. À l'époque, il était euh, chef d'agence de Terrace Construction à Surrey. Et quand je lui ai dit qu'on retournait en France, il m'a proposé d'aller travailler pour eux dans la construction en France, pour une filiale qui s'occupait du planage et du balayage. Donc on s'est retrouvés à revenir en France, et c'est là que j'ai découvert le génie civil. Et j'ai C'était en France que tu as découvert le génie civil ou quand tu as déménagé à Vancouver? Parce que tu étais dans la construction toute ta vie, c'est ce que je me rappelle. Ouais, mais dans le bâtiment. OK, dans le bâtiment avec ton père, c'est Ouais. ça? OK. Et un peu à Vancouver aussi. Et en fait, si tu veux, j'ai découvert le génie civil en France, à Château-Renaud, à une demi-heure au nord de Tours. Et je m'occupais de toutes les planeuses de France et toutes les balayeuses de France pour une grosse compagnie internationale. Mais j'allais travailler aussi pour les autres compagnies. Donc, et là, j'ai commencé à prendre goût. C'est quoi la route? Les gens l'utilisent pourquoi? C'est quoi le principe de démolir une route? Pourquoi on la démolit? Pourquoi on la reconstruit? Elle a une durée de vie. Donc là, j'ai commencé à me questionner et je trouvais ça très intéressant. Donc en fait, si tu veux, j'ai débarqué du bateau, je suis arrivé en métropole en apprenant à démolir une route. Et ce que j'ai aimé, c'est que avant d'aller la construire, la route, j'ai appris à la démolir. Ce qui est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu saches comment elle se comporte. Il faut que tu aies analysé qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, de quelle manière on va la démolir? Qu'est-ce qu'on va refaire en dessous? Comment on va le faire? Comment on va rebâtir la fondation? Comment on va rebâtir tout ce qui est béton
et tous les réseaux. Et après, j'ai débarqué en Bretagne. Je suis revenu aux sources comme, on appelle ça contre-maître sur intendant, c'est chef de chantier, euh, pour finir chef d'application d'asphalte. Pourquoi? Parce que la mentalité de cette entreprise-là, c'est hyper important que la personne qui vient fermer l'ouvrage, donc d'une construction routière, ait connaissance de ce qui se passe avant. Comment la route se comporte et qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Parce que, veut pas, un contremaître d'asphalte, il a des grosses responsabilités et il doit gérer des gros équipements, beaucoup de camions, un produit chaud. Il faut agir vite et il faut prendre des décisions très rapides parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Ouais, ça bouge beaucoup, tu sais. Puis Exactement. je pense que dans tout ce que tu as décrit, les méthodes ont beaucoup évolué au cours des années, tu sais. Puis on le sait, là, la construction de routes, ça implique beaucoup d'engins, beaucoup d'équipements, beaucoup de technologie. Tu sais, moi, je t'ai rencontré, Thibaut, tu étais sur une paveuse remplie de toutes les nouvelles technologies. Puis depuis ce temps-là, je t'ai vu aller, puis j'ai dit, cet homme-là, c'est un expert en technologie. Autant sur les équipements que les applications, que les méthodes de gestion, que le leadership. T'sais. Fait que c'est vraiment pour ça que tu t'es invité aujourd'hui au podcast Tivalgo. J'aimerais ça que tu nous parles d'ailleurs justement de ta perception des impacts de la technologie. C'est un peu pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant pour des gens comme moi de venir vous rencontrer parce que aujourd'hui c'est le plus important à l'heure actuelle et c'est pour ça que la technologie, je l'adore et j'apprends à la maîtriser tous les jours. Un des plus gros problèmes de notre société aujourd'hui, c'est la communication. Et il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, en 2024, je prends l'exemple de ce matin. Je pars pour ma journée, et puis c'est une journée pédagogique au Québec. Et mes deux enfants, mes deux grands, je veux dire, sur les 4, il y en a un qui il était en bas, et puis il joue à un jeu de vidéo sur la console, et puis c'est conduire des tracteurs, et puis aller moissonner des champs. Et je lui dis en partant comme ça, en rigolant, il a 11 ans, je lui dis, tu sais qu'il faut que tu t'entraînes dur à ce jeu-là, parce que dans 10-15 ans, c'est comme ça que ça va se passer, les tracteurs. Et il me dit, ouais, je le sais déjà, papa. Absolument, une paveuse opérée à distance ou autonome même, tu sais. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On le voit, tu sais, je l'ai dit, j'ai travaillé pour la défense française. Aujourd'hui, tu sais, il y a des conflits mondiaux. Les opérateurs, les pilotes, c'est plus des pilotes qui sont on board. C'est des pilotes qui sont à la maison. Ils gardent juste leur gilet du haut avec les galons et puis ils sont devant un ordinateur avec la technologie parce que c'est ça. Maintenant, on envoie la technologie. Mais c'est pareil dans la médecine. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple de la médecine. Le docteur qui est spécialisé pour telle artère du cœur, il n'est pas à Montréal, il est peut-être à Tombouctou. Et la beauté de la chose, c'est qu'avec la technologie, le docteur, avec Internet et la connexion, va pouvoir opérer à distance ou dire comment suivre l'opération. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est qu'il y a certains domaines, on prend l'exemple de la défense et de la santé, on fait totalement confiance à la technologie. Et aujourd'hui, on va même jusque dans l'agriculture, on fait totalement confiance à des tracteurs pour semer, récolter via GPS. Et aujourd'hui, on a un des plus beaux métiers du monde, c'est la construction. On bâtit et on ne fait pas confiance à la technologie. C'est fou. C'est aberrant, hein? Et aujourd'hui, on a un héritage à laisser tout en se préoccupant de l'avenir. Donc, c'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'on a choisi nos batailles dans la santé, dans la défense. Et la construction, c'est des petits-enfants qui ont grandi, qui jouaient avec des tonkas ou des bruders et qui ont juste envie de bâtir le Québec, le Canada et puis l'avenir de nos enfants. Et puis, il faut mettre à profit cette technologie dans notre secteur parce que aujourd'hui, quand on entend des choses comme quoi les gens... ils sont tannés parce que ça va trop vite et puis la communication se fait mal, l'information est mal passée, alors qu'il y a des outils
de communication, de gestion opérationnelle, des outils, des automates programmables pour des équipements qui vont nous aider à aller plus vite et de gérer la qualité et la productivité. Et Mais tu sais, si on parle d'exemples concrets, là, au niveau de la construction, y a-tu des applicatifs, autant sur les engins que dans les compagnies de construction, tu penses-tu qu'il y en a un qui est plus prédominant à être utilisé rapidement? moi, je pense que le plus rapidement aujourd'hui, c'est le partage de l'information. Moi, Sivalgo, j'ai suivi ça un petit peu avec un œil détaché et je me disais, ces gens-là, ils ont compris, vous autres, vous avez compris que c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut partager au niveau de l'information et il y en a d'autres qu'on va restreindre. Mais si on peut donner accès, un peu comme Facebook ou Twitter ou LinkedIn, appelez-les comme vous voulez, les gens, ils ont accès à une panoplie d'informations ou de nouveautés qui se passent à travers le monde. Et puis ils sont là en train de dire, hey, t'as vu ce qui se passe je sais pas, moi, en Floride, là, en ce moment, avec les ouragans, là, regarde, on suit ça en direct live. Ok, pas de trouble. Là, on est pour l'information. Et puis là, on est en train de faire un chantier de construction. Et puis, on a un problème lié à un matériel, un équipement ou une problématique X ou Y liée à la température ou appelez-les comme vous voulez. Et puis là, on se pose des questions. Comment on va régler ce problème-là? Aujourd'hui, si on donne accès à cette information-là, on peut échapper à beaucoup de pertes de temps, de problèmes de qualité. C'est juste de donner accès. Moi, je pense, c'est mon humble avis, que restreindre l'information peut des fois nous tirer une balle dans le pied. C'est pour ça que dans la technologie, les médias sociaux, les gestions opérationnelles d'entreprises pour la construction, c'est la problématique à régler en premier. Fait que l'accès à l'information, ça serait une priorité. C'est une des priorités. Okay. Après, aujourd'hui, ici, quand on prend le Québec, parce que je ne sais pas comment ça se passe dans les autres provinces, on a un gros problème lié à la main-d'œuvre. Mais attends, je t'interromps, Thibault, désolé pour ça, mais l'accès à l'information, pourquoi tu penses que c'est pas une chose populaire en construction? Parce que à travers beaucoup de choses que j'ai vues, que ce soit au Québec, au Canada, en France, en Europe, on est encore entêté un petit peu trop à travailler avec le format papier parce qu'on ne fait pas totalement confiance à la technologie. Ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. L'agriculture, on lui fait confiance, mais pas en construction. La défense, on lui fait confiance, mais pas la construction. La santé, se faire opérer un cœur à distance, on lui fait confiance avec la technologie, mais pas construire 150 mètres linéaires de bordure à Montréal. On lui fait pas confiance. Okay. Ça m'amène justement aussi à un autre volet qui m'intéressait beaucoup, puis c'était les équipements puis les innovations au point de vue des équipements. Parce que, tu sais, moi, j'ai vu une planeuse hier travailler, OK? Je n'aimerais pas être acquis, là, mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui en ont quand même, puis il n'y avait pas d'opérateur sur la planeuse. Puis je me demande justement, toi qui es un expert dans ces équipements-là, est-ce qu'il y a de l'évolution dans les équipements? Tu sais, quand tu es arrivé à Vancouver, il y a plusieurs années, comment ont évolué les équipements pour devenir plus rentables, plus productifs pour les entrepreneurs? La productivité, je veux corriger quelque chose. La productivité, elle a été amenée à l'équipement parce que l'entrepreneur a dit au manufacturier, on veut être plus productif. Donc, c'est l'entrepreneur qui a aidé le manufacturier à faire évoluer l'équipement. Okay. Donc, à chaque fois qu'il y a une évolution dans les équipements, c'est parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont dit, il faut faire évoluer ça, il faut faire évoluer ça. On proche avec le marché, autrement dit, écoute bien le marché, les manufacturiers à ce moment-là. Toujours, c'est très important parce que il y a des compagnies qui innovent et il y a des compagnies qui suivent l'innovation. On voit ça souvent, exactement. Et l'innovation, ça amène le progrès. Et naturellement, là je vais m'éloigner un petit peu,
Mais la nature humaine cherche à évoluer et non stagner ou alors dégraisser. Ouais. Donc, c'est l'évolution qu'on cherche. Donc, l'innovation, elle est apportée par une discussion, une bonne communication entre un entrepreneur qui est un client d'un manufacturier. Donc, toutes les innovations qu'on a vues ces dernières années sont apportées, premièrement, grâce à un travail conjoint entre l'entrepreneur, les entrepreneurs et les manufacturiers. Donc, c'est sûr que si tu me demandes entre 2011, l'année où j'étais à Vancouver, et 2024, là où on est aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolution parce que quand je suis arrivé en Europe et que je m'occupais des planeuses, je ne citerai pas de marque, mais le leader mondial des planeuses a commencé à enlever un zéro dans leurs équipements et les nouvelles générations venaient avec, alors en termes d'évolution, de motorisation pour la consommation, l'automatisation, la gestion autonome des régimes moteurs pour la consommation, l'automatisation du réglage, du nivelage, appelle-le comme tu veux, pour le planage, pour faciliter l'opération de l'opérateur de la planeuse et du régleur de la planeuse afin de rencontrer les specs, les spécifications demandées par les clients. Fait que si j'ai bien compris, c'est que maintenant, on prend l'exemple de la planeuse, ça deviendrait plus facile à opérer. Oui. Donc, ça devient plus accessible, en quelque sorte. Oui. Parce que moi, l'opérateur de planeuse que j'ai vu dans mon petit village près des États-Unis, dans le fond, il travaillait pas très fort. Là. Ça roulait pas mal tout seul, sa machine, puis il marchait à côté, puis c'était pas mal autonome. T'sais. Fait que c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis tu sais, ça, avec l'adoption, maintenant, ça fait plusieurs années, là, on parle de 3D. Moi, j'ai connu des surintendants pavage qui ont eu beaucoup de misère à implanter le 3D. Mais après ça, les opérateurs, ils ont dit, tu m'enlèves plus jamais ça. Il y a deux choses à prendre en compte. Faciliter l'opération et comprendre ce que tu es en train de faire. Dire aujourd'hui, on va innover le matériel, les équipements, parce que les jeunes d'aujourd'hui, on ne se le cachera pas, ils sont férus de technologie. Ça, c'est vrai, je prends l'exemple de mon gars ce matin, 11 ans, avec la PlayStation, et en train de jouer à un jeu de tracteur, ils sont férus de technologie. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut qu'ils comprennent ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est le bout qui est le plus important. Comme le gros bon sens, là, tu parles. Ben, c'est pas du gros bon sens, ça, c'est l'expérience et le savoir-faire. Il y a des choses qu'on n'enlèvera pas dans la construction. On prend l'exemple d'un boulanger. Un boulanger, là, tous les jours, il est obligé de revoir sa recette. Pourquoi il est obligé de revoir sa recette? Parce qu'il y a un facteur qu'il y a beaucoup de gens, le commun du monde, qui ne connaissent pas, c'est l'humidité, le taux d'humidité. Le taux d'humidité, à tous les jours, il change parce qu'on est sur une belle planète et il y a beaucoup d'eau. Sa farine, elle ne va pas réagir de la même façon en fonction du taux d'humidité. Donc, le boulanger va apporter plus ou moins d'eau dans sa farine tous les jours et il va pétrir d'une façon différente. Dans une usine d'asphalte, dans une usine de béton, c'est la même chose. Et quand on va appliquer de l'asphalte, quand on va planer, ça va être quasiment la même chose. Aujourd'hui, on est obligé de s'adapter, conditions climatiques, s'adapter aux matériaux, s'adapter aux contraintes de circulation de la population. Donc, quand on dit une innovation au niveau de la technologie, c'est une innovation globale. La technologie de l'équipement, la technologie des matériaux, mais la technologie aussi de l'être humain. Fait que si je comprends bien, ce que tu disais, c'est que on dépend quand même de la connaissance des employés. On ne va pas remplacer les travailleurs parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'ils font. Exactement. Fait que la planeuse, la paveuse, peu importe l'équipement, elle a beau être automatisée, mais je veux dire, les travailleurs, ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Là. Ils ne vont pas se faire remplacer parce qu'on va juste changer la manière dont ils vont travailler. Ils se feront remplacer un jour ou l'autre. C'est ce qui se passe actuellement et ça fait assez peur à certaines personnes avec ce qui se passe ces dernières années, ce qu'on parle de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais l'intelligence artificielle… » Moi, je suis désolé, je suis quelqu'un de la construction. J'aime être dehors, j'aime opérer, j'aime rencontrer les gens.
mais j'aime pas faire l'administration. Mais on est obligé de faire l'administration pour se faire payer, pour payer nos gens, pour rédiger des réclamations. On est obligé de le faire et ça prend beaucoup de temps. Si demain on me dit, tu as l'intelligence artificielle qui va faire tout ce bout-là, c'est sûr et certain, j'arrête ce que je suis en train de faire et je réembarque sur une paveuse ou une planeuse pour pouvoir aller jouer avec mon Tonka ou mon Brudeur, appelez-le comme vous voulez, dehors. Parce que c'est quand même vraiment le fun. Tu sais, souvent on le dit, make construction... Fun again. Yes. Ben moi, j'ai eu beaucoup de fun justement à faire de la construction, puis honnêtement, à la fin, j'en avais plus parce que, comme tu viens de le dire, tu m'as volé les mots, en fait, Thibaut. Je me battais pour avoir des jobs, je me battais pendant les jobs, puis je me battais pour me faire payer. T'sais, fait que ça, c'était très désagréable. Mais par rapport à ce que tu viens de dire au sujet préalable, peu importe ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle, puis les équipements automatisés, ainsi de suite, c'est sûr qu'il va y avoir un flux puis un déplacement de l'expertise. Parce que les jobs, des fois, font en sorte que les rôles, ils changent. Mais les gens qui comprennent la construction, qui sont performants, je veux dire, il va toujours avoir une job pour eux autres. Qu'on automatise le bureau, qu'on automatise le chantier, il va avoir de l'innovation à faire. Juste créer l'innovation pour se rendre là, ça va prendre des gens d'expertise. C'est définitif. Ce que j'essaye des fois de dire à certaines personnes, c'est que c'est le fun. Moi, j'ai voulu, quand j'ai quitté le secondaire, je suis parti à l'université, puis moi, j'avais le désir d'aller étudier à ce qu'on appelle l'équivalent du MIT en France. Donc, c'était à Angers, bref, je ne me rappelle plus le nom de l'université. Et petit aparté, là. Et ma mère m'a dit, ouais, on paye déjà les études à ta sœur qui était architecte, et puis... va faire autre chose. Ok, pas trop. Donc, je retourne dans la construction avec mon père. Mais ce que je veux dire, ce qui m'amène à dire, c'est que c'est le fun de vouloir tous faire des boulots liés à la technologie, mais il ne faut pas oublier qu'il y aura toujours des vidangeurs. Le camion, il ne va pas se conduire tout seul encore demain pour ramasser nos vidanges. Donc, peut-être qu'il y aura des milliards d'informaticiens, mais s'il n'y a qu'un seul vidangeur, les gens vont dire, s'ils sont toujours attirés par l'appât du gain, ils vont dire « Ah, je vais peut-être devenir vidangeur parce que ça gagne mieux sa vie, parce qu'il n'y en a pas. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. » Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est ce qu'on voit absolument. Les gouvernements ramènent l'éducation, ils investissent énormément dans l'éducation, là, Trades for Construction en anglais. On voit beaucoup de mouvements là-dessus parce que les paveuses, tout ça, ça prend encore des partances. Il y a quand même des travaux manuels à faire. Puis, se rendre là, ça va prendre des investissements majeurs. Le retomber sur l'investissement, quand est-ce qu'on va l'avoir? On le sait pas. Mais un jour, elle va arriver. Moi, ce que je trouve qui serait important de la part de nos politiciens, en tout cas, parce que ce qui se passe aujourd'hui au Québec et au Canada, c'est qu'on est en train de construire l'avenir à fond, là. Mais il faut essayer le plus jeune âge, au plus jeune âge, les enfants, il faut essayer de leur amener une passion. Ce qui est important, parce que ce qu'on fait tous les jours, notre métier, ça doit rester une passion. On ne fait pas ça pour... C'est sûr qu'on a besoin tous d'argent pour vivre, mais il faut qu'à la base, ça soit une passion. Quand tu es passionné, le restant, après, ça vient tout seul, là. Mais la passion, ça amène le plaisir, la joie de vivre, le bien-être au boulot, le bien-être à la maison, et puis ce qui rentre à la maison après, c'est parfait, là, on fait avec son art. Il faut garder les choses simples. Et c'est pour ça que c'est important, moi je dis, de la part de nos politiciens, de montrer aux plus jeunes qu'il y a des métiers qui sont très importants pour l'avenir de notre société à travers le monde. Tu sais, moi, dans ma compagnie de construction que j'ai eue pendant 10 ans, là, on était une centaine de gars, puis honnêtement, la moyenne d'âge était très jeune. Puis ça pouvait s'apparenter à une équipe de hockey. T'sais, une équipe de pavage, c'est comme une équipe de hockey. Tout le monde doit faire son effort, tout le monde doit faire sa tâche pour que le train avance. T'sais. Fait qu'il y a des dynamiques de gestion aussi, d'équipe. Puis l'intérêt ici, c'est de savoir comment amener la technologie à l'intérieur des équipes. Que ça soit vu d'une bonne manière. Tu sais, la réticence au changement, tout le monde en a, OK? Puis quand on amène de la technologie dans une compagnie ou dans une équipe,
soit par un équipement innovant, plus performant, plus automatisé, ou par des systèmes de suivi, des systèmes de communication et autres. Toi, as-tu eu des situations dans ta vie, soit par des équipements ou des processus, où est-ce que l'intégration de quelque chose de nouveau a causé des impacts sur une entreprise? C'est sûr. Regarde, il y a une société, sans les citer, une société allemande là, qui est leader mondial dans la construction routière. Et sur les paveuses, ils ont mis, on appelle ça un road scan. Et au Québec, quand on construit des routes, la partie pavage, on peut être pénalisé pour ce qu'on appelle la thermographie et l'UNI. Et donc, il y a des surveillants qui sont avec des caméras thermiques en train de surveiller comment la table se comporte pour voir si on met des STL. Donc, ce qu'on appelle STL, c'est des ségrégations thermiques longitudinales. Donc, ça, c'est pénalisant pour l'entrepreneur parce que ça veut dire qu'on a un défaut de mise en œuvre. Donc, la société allemande, elle a mis un road scan et tout de suite, elle analyse ce qui se passe derrière la paveuse. Mais comme elle analyse, elle donne l'information à la paveuse et la paveuse se corrige par elle-même. Elle s'ajuste. Elle s'ajuste. Mais pourquoi elle fait ça? D'une, pour éviter le principal problème, c'est le problème de mise en œuvre. Deuxièmement, pour être embêté et de devoir rectifier le problème tout de suite en arrière. Qui coûte hyper cher. Troisièmement, éviter la pénalité aux entrepreneurs. Parce qu'au Québec, on est pénalisé. C'est parce que quand on reprend des travaux, là, la règle du pouce, c'est que ça coûte au moins 3 fois plus cher. Fait que ce que tu viens de dire, là, c'est un outil extraordinaire parce que ça permet d'éviter la pénalité puis d'éviter la reprise des travaux. Moi, j'appelle ça quelque chose qui se paye tout seul. Alors, ça, c'est au Québec. La beauté de la chose, c'est que tu as des provinces au Canada, des provinces dans les maritimes, qui ont laissé en place les bonus. Les entrepreneurs soumissionnent en fonction de ces bonus-là avec cet équipement-là. Parce qu'ils savent qu'avec cet équipement-là, ils vont faire les choses comme il se doit, donc ils vont ramasser un bonus. Donc t'imagines quand même que ça pousse l'entrepreneur à prendre un équipement qui innove, qui va aller dans le sens du client, mais aussi dans le sens de faciliter le travail et la partie administrative de l'entrepreneur. Parce que qui dit bonus dit juste un chèque à ramasser, qui dit malus dit une réclamation. Donc si on a une réclamation, on va rentrer dans un système juridique, administratif que les entrepreneurs détestent parce au bout du compte, il faut qu'ils se fassent payer. Fait que tu es en train de dire qu'on peut avoir une approche négative ou positive, mais du côté positif, non seulement on est plus performant, on assure une meilleure qualité, fait que l'investissement public est plus durable. Il est plus durable. L'investissement que l'entrepreneur fait avec l'achat d'équipements paraît plus cher, mais il a un retour très rapide sur l'investissement. Donc, la technologie lui permet de satisfaire le client, mais aussi de satisfaire lui-même. Fait que, tu sais, dans cet exemple-là, c'est clair que la technologie est payante. Parce que on évite toutes sortes de frais, toutes sortes de procédures administratives, même parfois juridiques. Tu sais, je dis, moi, j'ai fait des travaux à l'aéroport de Montréal au mois de février. Il n'y a pas beaucoup de compagnies de pavage qui ont fait des bitumes modifiés pour paver à l'aéroport au mois de février. Tout était accepté. On n'a même pas eu de déficience, mais le paiement a retardé. OK? C'est extraordinaire de voir les démarches administratives, comment ça peut avoir des impacts importants pour les entrepreneurs. Moi, je suis 100% pour ça, de rendre la construction plaisante par des démarches qui vont être win-win, si on veut. Des équipements plus performants, des projets mieux construits, qu'en bout de ligne, tu sais, c'est la société qui gagne. Parce que on parlait de la thermodynamique tantôt, j'étais en vélo l'autre fois, puis je voyais justement de la ségrégation sur une route neuve. Puis je dis, ça va craquer à cet endroit-là. Un peu plus loin, tu sais, à 2 pieds de la ligne du joint, ça commence à craquer. Fait que les équipements performants, c'est innovant, c'est-à-dire c'est performant, mais c'est aussi rentable. As-tu d'autres exemples d'impact que la technologie a eu sur l'industrie du génie civil? Ben oui, regarde, je prends l'exemple je ramène toujours à ma personne, hein, mais moi j'étais un gars de terrain. Et comme je voulais être sur le terrain,
Et j'avais pas le temps de m'occuper du dispatch. Le dispatch, je le faisais moi-même. On a tous notre cellulaire, je le faisais le cellulaire. La facturation. Moi, ma facturation, là, on veut tous avoir des beaux équipements. Je veux payer mes employés en temps et en heure, mais ça me prend du cash. Et pour avoir du cash, il faut que je fasse rapidement ma facturation. Mais comme j'ai utilisé des outils technologiques pour faire des métrés, et ces métrés-là, je pouvais les sortir sur plan très rapidement et les transmettre à mon client. Le paiement était approuvé. Comme le paiement était approuvé, j'avais une trésorerie saine et très rapide. Donc, T'étais efficace, quoi. Attends. La technologie me rendait efficace. Parce que je peux être efficace, mais il faut que j'accepte de prendre mon temps. Mais si je prends mon temps, il y a beaucoup de choses que je vais devoir lésiner. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'ici, au Québec, comme la main-d'œuvre on est en pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup d'entrepreneurs. J'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs à travers le Québec qui font tout, mais rien. Et le problème, c'est quand on est focus à faire une chose, on est très performant. Mais quand on est focus à faire plein de choses en même temps, c'est sûr que on passe moins de temps à faire une chose, donc on va délaisser cette partie-là et on va accepter que si on délaisse la facturation, on va délaisser le fait que on va être payé plus tard. Ça, faut l'assumer parce qu'on a décidé de mettre de l'emphase sur d'autres choses. Ça, c'est parce qu'on a un problème de main-d'œuvre. Ouais. Mais sauf que si tu trouves des outils technologie, des piges qui sortent en 30 secondes pour aller faire un métré, qui te permet de faire un métré, au lieu de le faire avec une roulette, qui marche bien aussi avec une roulette, mais tu le fais avec une pige. Donc ton métré, au lieu de le faire en une demi-heure, tu le fais en 2 minutes. Les 25 minutes, 28 minutes exactement, tu peux les passer à faire autre chose. Tu mets des systèmes électroniques sur des paveuses, tu remplaces des hommes. Je dis pas que tu peux remplacer tous les hommes, mais tu peux remplacer une personne qui a décidé de pas rentrer ce matin parce qu'il y a les enfants, parce qu'elle est tombée malade, parce qu'il y a du trafic. Tu vas démarrer ton chantier avec un côté à l'électronique. La paveuse, tu l'as payée ce prix-là. Pourquoi tu la payes ce prix-là? Parce qu'on a apporté de l'innovation. Et cette innovation-là, faut lui faire confiance. Aujourd'hui, là, on est tous passés par la case école, là. Avant, là, les élèves, ils comptaient avec un boulier. On a eu la calculette. On a eu la calculette. La calculette, là, c'est pas la calculette qui fait l'erreur. C'est la personne qui pitonne sur la calculette qui fait l'erreur. Mais la calculette, on lui fait confiance à l'école. Absolument. La paveuse qui coûte milliers de dollars, faut lui faire confiance. Il y a des gens qui ont des ingénieurs qui ont travaillé dessus, qui ont mis des systèmes électroniques, des systèmes de gestion d'alimentation. Ça, c'est pour une paveuse. Mais on prend un grader, c'est la même chose. Une planeuse, c'est la même chose. Une pelle, c'est la même chose. Un avion de chasse, c'est exactement la même chose. On sait que tu as travaillé là-dessus, Thibaut, mais par rapport à la construction, moi, j'admire le fait que, dans le fond, tu as réussi à avoir des gains avec la technologie parce que tu as pris ton temps puis tu as voulu comprendre qu'est-ce qui se passait. Parce que tu as toujours été quelqu'un de très efficace. Tu as fait beaucoup plus que d'autres avec moins de ressources. Puis la qualité était au rendez-vous, puis surtout la productivité également. Pour conclure notre podcast, est-ce que tu aurais un top 3 conseils pour soit les compagnies en exécution ou les compagnies en démarrage, point de vue innovation technologique? Comment inclure de l'innovation ou utiliser de l'innovation? Prendre le temps de regarder, laisser se faire conseiller par les experts, et accepter tout simplement le coût de l'innovation. Parce que c'est sûr que les gens vont dire tout de suite, un entrepreneur fonctionne de cette façon-là. J'ai jamais rencontré quelqu'un dans la vie qui dise ce soir je vais me lever et puis je vais tout vider. Non. Un entrepreneur, faut jamais lui dire je vais te faire gagner de l'argent. Non, dans sa tête, tout de suite, c'est automatique. Mais le problème, c'est que faut aller au moins cher. Mais le moins cher, ça veut pas dire celui qui va te faire gagner le plus d'argent ou le mieux. C'est sûr que ça freine, mais il faut les étudier, toutes ces choses-là. Et puis, il y a des gens qui sont bons à un certain niveau pour ça, pour faire des calculs de budget et tout. Moi, je pense que c'est important, des fois, de s'arrêter, réfléchir, regarder, se faire conseiller par les experts, budgétiser, et puis voilà. Absolument. Puis est-ce que tu penses que d'essayer des choses, de se garder un petit budget ou une petite
période de temps pour essayer des nouvelles technologies? Est-ce que c'est une astuce qui serait intéressant pour les entrepreneurs en construction? C'est définitivement quelque chose qu'il faut faire. Il faut faire des essais et des démonstrations. Et puis, les essais amènent des erreurs, mais les essais amènent aussi des solutions. Puis les erreurs amènent de l'innovation. C'est ça. Donc, tu sais, aujourd'hui, on a parlé de plusieurs éléments. On a parlé de la main-d'œuvre dans un contexte d'innovation flagrant. Tu sais, la construction est en arrière de l'agriculture, on l'a dit tantôt, mais l'innovation s'en vient. Il y a des milliards et des milliards de dollars d'investissement, autant dans les équipements que dans les processus, que dans les méthodes, que dans les matériaux. Donc, on parlait justement d'automatisation aussi. Mais pour revenir à la main-d'œuvre, les gens ne vont pas nécessairement se faire remplacer tout de suite. Il va y avoir un pivot dans les besoins. On a également parlé des choix puis des méthodes pour penser aux investissements en technologie. Hein? On vient de le dire, c'est important de prendre le temps également pour faire des bons choix. Donc, Thibault, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle, le but de notre podcast chez Civalgo, c'est de redonner à l'industrie des astuces, des conseils. On est là pour aider l'industrie. Si on peut vous demander quelque chose en retour, c'est de vous abonner à notre podcast pour nous aider dans notre mission de partager cette information-là. Et n'hésitez pas de le partager avec votre réseau. Encore merci beaucoup, Thibault. Merci à toi, Alexandre.